Bonjour, nous allons voir aujourd'hui la deuxième partie du cours précédent et nous allons voir la demande de monnaie dans la conception classique. Et bien sûr, quand on parle de la conception classique, on dit la demande de la monnaie dans la théorie classique et néoclassique, c'est-à-dire tout ce qui est avant 15. En effet, la demande de monnaie dans la théorie classique, elle est considérée comme un simple moyen de paiement. La monnaie n'est pas demandée en elle-même ou n'est pas demandée pour elle-même. Elle sert uniquement à régler les transactions, c'est-à-dire la monnaie elle est utilisée pour acheter les biens et les services. Donc la seule détention de la monnaie, c'est de pouvoir se procurer des biens, mais il n'est pas demandé en tant qu'objet. Prenons un exemple très très simple. On a un individu qui touche une somme d'argent de, par exemple, 15 000 et qu'il dépense régulièrement durant le courant du mois. Il consomme quotidiennement le 1/30 de son revenu mensuel YM, c'est-à-dire il peut consommer une partie quotidienne, par exemple 1 sur 30, ou le revenu peut être dépensé par semaine, c'est-à-dire 1 sur 4, ou d'une manière, par exemple, par dizaine, c'est-à-dire 3 dizaines, ou par quinzaine. Prenons l'exemple de salaire hebdomadaire ou du salaire, c'est-à-dire le salaire mensuel dépensé d'une manière hebdomadaire et dépensé d'une manière quotidienne. Le montant dépensé de chaque jour est de 15 000 sur 30 ou bien 15 000 sur 4 par semaine. Le montant ou le salaire, il varie entre un max et un min, c'est-à-dire un max de 15 000 et un min de 0. C'est-à-dire, dès le départ, en T0, dès qu'il reçoit son salaire, il touche un maximum. Mais au fur et à mesure qu'on avance dans le temps, le salaire est tend vers 0. Voilà. Voilà conformément à cette figure. Regardez cette figure. On a le salaire, elle est touchée voilà, au début du mois, YM, voilà, et dépensé voilà, pendant le mois. Voilà. Une fois donc, il touche son salaire, une fois qu'on avance dans le temps, le salaire est tend vers 0. Voilà. Et ainsi de suite. À la fin de T0 au début de T1, il touche un autre salaire qui est destiné à être dépensé. Voilà. Donc à la fin du deuxième mois, donc, il tend vers 0. Voilà, on a une courbe de la sorte. Donc YM sur 2, c'est quoi ça? C'est son salaire moyen. Voilà, c'est la moyenne ou son salaire moyen. Et on va voir c'est quoi l'utilité de YM sur 2. Très bien. Le diagramme ci-dessus illustre que l'encaisse moyenne de l'individu est approximativement égale à YM sur 2, c'est-à-dire soit 7500. Donc l'encaisse moyenne YM sur 2 s'appelle la demande de monnaie pour le motif transactionnel. Voilà. Et rappelons ce qu'on a déjà dit, c'est-à-dire que le montant dépensé du salarié peut être quotidien, hebdomadaire, par quinzaine, par dizaine, etc. C'est-à-dire on a un nombre n au k qui est égal à 30, à 4, à 3, à 2, etc. etc. Ça dépend de la période choisie. Donc, on va généraliser par K. Donc, le salaire moyen, donc on va noter par exemple XI, YM comme salaire moyen, ou YM bar, égale à combien? Égale son salaire YM, plus YM moins 1 YM sur K, plus YM moins 2 YM sur K, plus YM moins 3 YM sur K, etc. jusqu'au YM moins K moins 1 YM sur K. Le tout est divisé par le K. C'est-à-dire, sur le plan économique, on va essayer d'expliquer donc ce modèle mathématique. C'est-à-dire, pour la première fois, il touche son salaire YM et qu'il dépense une partie YM sur K. Le salaire restant, c'est quoi? C'est YM moins YM sur K. Puis, la deuxième période, il va consommer encore combien? YM sur K. Donc le montant qui reste, c'est quoi? C'est YM moins YM sur K moins YM sur K. Ce qui donne YM moins de YM sur K. Et ainsi de suite pour la troisième période. C'est-à-dire le salaire, le montant restant, moins YM sur K. Ce qui donne YM moins 3 YM sur K. Donc c'est clair pour ce modèle. Maintenant, on passe au développement.
Qu'est-ce qu'on va faire? On va factoriser par ym sur k. Donc on va factoriser ce qui donne. Lorsqu'on va faire ressortir ym, il nous reste 1, 1, 1, 1, 1. Regardez, on a 1, 1, 1, etc. Donc, et il nous reste aussi ici 1 moins k, ici 2 moins k, ici 3 sur k, pardon, 2 sur k, ici 3 sur k, et ici k moins 1 sur k. Très bien. Maintenant, regardez, on a 1, on a 1, on a 1, on a 1. Donc 1 plus 1 plus 1 plus 1 sur k période égale à k. Donc on va factoriser ici par 1 moins sur k. Une fois qu'on factorise par 1 moins sur k, il nous reste ici quoi? Plus 1, c'est 1, ici plus 2, ici plus 3, et ici, voilà, plus k moins 1 sur k. Donc, on a enfin ym sur k, k moins 1 sur k, 1, 2, 3, etc., etc., etc. Voilà. Or, regardez, je reviens un peu en arrière. On a 1, plus 2, plus 3, plus, etc., k moins 1. C'est quoi ça? C'est une suite arithmétique. Donc la forme condensée d'une suite arithmétique, regardez, 1 plus 2 plus 3, etc., égale n sur 2, n moins 1. Ou, plus clairement, k sur 2, k moins 1. Donc on a k moins 1 sur 2k. Voilà. Donc on a ym sur k égale à k moins, donc ici on va simplifier par k, ça donne k moins 1 sur 2 égale ym sur 2, k plus 1 sur k. Donc le modèle se développe de la sorte. Regardez, on a enfin ym sur 2 facteur 1 plus, lorsqu'on va développer, 1 plus 1 sur k. Quand k est grand, c'est-à-dire quand k étant vers l'infini, on a 1 sur k étant vers 0. Voilà. Ce qui donne donc ym sur 2. C'est-à-dire quand je dis quand k est grand, c'est-à-dire quand le nombre de périodes choisies, c'est-à-dire il augmente, donc on a 1 sur k, l'inverse étant vers 0, il nous reste donc ym sur 2. Donc on constate donc que donc le salaire moyen c'est ym sur 2, ou ce qu'on appelle la demande de monnaie pour donc, le motif de transaction. On va appliquer le même raisonnement pour les ménages, pour les entreprises plutôt. Donc à l'instar des ménages, les entreprises ont aussi une encaisse moyenne due à des encaissements et des décaissements. Ils payent les salaires, les autres charges, en contrepartie, ils perçoivent leurs recettes en vendant leurs produits. C'est-à-dire, on a les entreprises qui ont un revenu. La seule différence par rapport aux ménages, elles ont un revenu variable, ou on va dire le profit ou le chiffre d'affaires. Mais avant qu'ils réalisent leur chiffre d'affaires, donc ils s'engagent dans pas mal de dépenses. C'est-à-dire ils payent les salaires, ils payent la main-d'œuvre, les matières premières, etc., etc., afin de produire un produit destiné à être vendu sur un marché. Donc l'ensemble des ventes sur l'année donne un chiffre d'affaires ou un revenu ou, si vous voulez, un cash flow. Donc ils ont un revenu. Ils ont aussi des dépenses. Ils ont des encaissements et des décaissements. Donc leur schéma, il est clair dans cette figure. Regardez, voilà, ils ont pas mal de dépenses. Regardez, voilà, les dépenses augmentent dans le mois et ils touchent un revenu. Donc ils ont aussi, voilà, on a une figure sous forme de dons d'aussi. Mais ce qu'il faut retenir dans le cas de cette figure, c'est que l'encaisse moyenne, elle est toujours représentée par ym sur 2. Voilà, ym sur 2. Donc si on considère l'économie composée, par exemple, entre les ménages et les entreprises, les ménages ont un salaire moyen ou ym sur 2, les entreprises aussi, ils ont ym sur 2, donc le stock moyen des encaisses pour l'ensemble de l'économie est égal à ym. Donc c'est la sommation des deux. Donc la valeur ajoutée, elle est composée du profit et du composé aussi, voilà, du salaire. Donc il a un revenu variable, l'autre il a un salaire fixe. Voilà. Maintenant, on va expliquer plus clairement la demande de monnaie dans la théorie classique, ou ce qu'on appelle la théorie quantitative de la monnaie. Qu'est-ce qu'on entend par la théorie quantitative de la monnaie? L'idée de la théorie quantitative de la monnaie a été reformulée par l'économiste américain Irving Fisher sous la forme d'un modèle MV égale à PQ. Regardez ici, il y a un mot ou il y a un verbe a été reformulé. Ça veut dire que l'idée n'est pas originale. Donc l'idée remonte longtemps, on va
l'a développé après. Mais il remonte à Irving Fisher, c'est l'un des derniers néoclassiques, d'avoir posé un modèle mathématique pour expliquer la théorie quantitative de la monnaie, donc dont les sous-bassements remontent il y a longtemps. Donc c'est quoi FV égale à PQ? C'est une identité comptable. D'abord, M, c'est la masse monétaire, V, la vitesse de circulation de la monnaie, P, c'est le niveau général des prix, Q, c'est le revenu réel. Voilà. C'est une identité comptable entre ce qui est monétaire M, voilà, M, pondéré par le nombre de fois où la monnaie circule de main en main. Parce que V, c'est la vitesse de circulation de la monnaie. Et c'est quoi la vitesse de circulation de la monnaie? C'est le nombre de fois où la monnaie circule de main en main. Et ce qui est réel, Q, c'est-à-dire le produit réel, parce que la production nationale réelle, pondérée par leur prix moyen, ou pondérée par le prix moyen. Très bien. Donc, cette identité comptable explique quoi? C'est-à-dire l'ensemble des achats égale à l'ensemble des ventes. Plus clairement, tout ce qui est réel correspond à ce qui est monétaire. En d'autres termes, supposons on est dans une économie, on a par exemple 3 produits, on a cartable, stylo par exemple, et on va dire un cahier. Donc, on va dire c'est la production, c'est la richesse nationale, en termes réels. Et que chaque produit, il a un prix bien déterminé. Donc, ce qui est réel, pondéré par son prix, doit correspondre, on va dire, à la masse monétaire en circulation, à tout ce qui est monétaire. C'est comme un petit peu le cas du principe de la partie double en comptabilité. Donc, ce qui est réel, un mouvement réel correspond à un mouvement qui est monétaire. À partir de l'identité comptable de Fisher, V égale à PQ, on peut écrire 2 équations. C'est-à-dire, ce modèle, on va le développer en 2 périodes, en T0 et en T1. En T0, donc ce modèle, il devient M0, c'est-à-dire M, la masse monétaire à l'instant 0, que multiplie par la vitesse à l'instant 0, égale le prix à l'instant 0, que multiplie la production réelle à l'instant 0. En T1, toujours la même chose, c'est M1 V1 égale P1 Q1. Voilà. Maintenant, on va faire la différence et on va déduire. On va faire le reliquat entre M1 V1 moins, voilà, c'est là, M0 V0. Donc, automatiquement, on va trouver, c'est P1 Q1 moins P0 Q0. Voilà. Maintenant, on va faire une petite transformation. Donc, on va ajouter et on va retrancher donc, au modèle, c'est-à-dire à la partie droite, P1 Q0 dans la partie droite, comme je l'ai déjà signalé. Donc, on a M1 V1 moins M0 V0 égale à combien? Égale P1, voilà, c'est là, Q1, moins P1 Q0, plus P1 Q0, moins, voilà, c'est là, P0 Q0. Donc, on n'a rien fait. Donc, on a fait un jeu à somme nulle. Moins P1 Q0, plus P1 Q0, donc égal à 0, à somme nulle. Donc, le modèle ou la formule reste intacte. On passe maintenant au développement. Ici, on va factoriser par le P et on va factoriser ici par le Q, c'est-à-dire on va factoriser par le prix et par la quantité. Ou plus clairement, on va factoriser par le prix et par la production réelle. On aura P1 facteur Q1 moins Q0. Et Q0 facteur P1 moins P0. Et si vous constatez, ici on a un écart, ici on a un écart. Donc l'écart, elle est exprimée mathématiquement par ce qu'on appelle delta, la variation. Voilà. Donc posons la variation de P au delta, P égale P1 moins P0.
Et delta Q, c'est-à-dire la variation de la production réelle, égale Q1 moins Q0, c'est-à-dire c'est la production réelle à l'instant 1 moins la production précédente. Le prix d'aujourd'hui moins le prix précédent. Ça, c'est une explication mathématique. Voilà. À partir du modèle 1, ou de l'équation 1, voilà. Celle-là. Pardon, l'équation 1, le modèle 1. Voilà. On va aboutir à un autre modèle. M1 V1 moins M0 V0 égale P1, la variation de Q, plus Q0, la variation de P. Ça, c'est le modèle 2. C'est ce qu'on appelle le modèle développé du modèle 1. Donc, pour aboutir à son résultat, Fischer, il a essayé de poser 3 hypothèses. Voilà. Tout d'abord, il suppose que la vitesse de circulation, regardez, la vitesse de circulation de la monnaie est constante, surtout sur le court terme. Pourquoi il est constante? Parce que Fischer voit que la vitesse de circulation de la monnaie elle est constante parce qu'elle dépend des habitudes de paiement et des technologies de transaction. Donc, les habitudes de paiement, normalement, quand je dis habitudes, les habitudes ne changent pas sur le court terme, mais sur le moyen et le long terme. Et les technologies de paiement, aussi les technologies, ce qu'on appelle les innovations, les développements en la matière, donc aussi apparaissent, émergent sur le moyen et le long terme. Quand je dis technologie, par exemple, émergence des cartes guichets, par exemple, des monnaies sophistiquées, la monnaie scripturale, les virements, etc., etc. Donc la vitesse de circulation de la monnaie, elle est constante sur le court terme. Mathématiquement, quand je dis la vitesse de circulation de la monnaie est constante, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la vitesse à l'instant 1 est le même qu'à l'instant précédent. Donc, on a V1 égale à V0. Dans ce cas, la relation ou le modèle 2 devient M1 V0 moins M0 V0 égale P1, la variation de Q, plus Q0, la variation de P. Donc, la vitesse reste la même. Donc, on a remplacé quoi? On a remplacé V1 par V0. Donc, on a V0, on va factoriser par V0, égale M1 moins M0, P, la variation de Q, plus Q0, la variation de P. Or, M1 moins M0, c'est delta M. C'est la variation de la masse monétaire, ou la variation dans le temps, entre deux périodes. Donc, on cherche donc toujours à donner une explication économique à ce qui est mathématique. Donc, V0, voilà, la variation de M égale P1, la variation de Q, plus Q0, la variation de P. Ça, c'est, on a terminé avec la première hypothèse. Passons maintenant à la deuxième hypothèse. Fischer suppose que la production nationale, c'est-à-dire le produit réel, elle est constante. Donc le produit réel, elle est supposée constante, tout simplement parce qu'on suppose qu'on est dans une économie qui se situe au niveau de plein non-emploi. Ça veut dire quoi une économie qui se situe au niveau de plein emploi? Donc c'est l'emploi total donc, des moyens de production. C'est-à-dire on ne peut pas, si vous voulez, que absence de chômage. C'est-à-dire on ne peut pas produire plus que la production nationale arrive au top, arrive à son sommet. Donc, ce qui signifie que Q1 égale à Q0. Plus clairement, la variation de la production dans le temps égale à 0. C'est-à-dire, ça veut dire quand je dis Q1 égale à Q0, ça veut dire quoi? Que Q1 moins Q0 égale à 0. Donc la variation de Q lent égale à 0. Donc l'équation ou le modèle mathématique, donc 3, voilà celui-là, il va devenir la variation donc de la masse monétaire pondérée par la vitesse de circulation de la monnaie égale Q0 la variation de P. Tout simplement, pourquoi Q0 la variation de P? Parce que, je reviens au modèle 3, parce que la variation de Q égale à 0. Donc V0M, celle-là, égale Q0P, celle-là. Passons maintenant aux dernières hypothèses, ou ce qu'on appelle la dernière hypothèse. Enfin, Fischer suppose que l'offre de monnaie est exogène. Ça veut dire quoi l'offre de monnaie est exogène?
l'offre de monnaie, elle relève de la compétence des autorités monétaires. C'est-à-dire, il remonte à une autorité hors marché, la Banque centrale ou les autorités monétaires. Donc, il est imposé au marché. Donc, on va supposer que M égale à M0. Une fois qu'on a terminé avec ces trois hypothèses, on va voir maintenant l'explication du modèle. Sous ces trois hypothèses, Fischer constate qu'en cas de variation de la masse monétaire, M, seuls les prix qui bougent, car V et Q sont supposés constantes. C'est normal. On a la vitesse de circulation de la monnaie est constante, on a la production réelle, elle est constante, l'offre de monnaie est exogène, donc en cas de variation de la masse monétaire, si la masse monétaire varie, donc seuls les prix qui vont bouger. En d'autres termes, toute augmentation de M entraîne une augmentation du niveau général des prix. Symétriquement, lorsque la masse monétaire baisse, le niveau général des prix suit la même tendance. Je reviens un peu au modèle ancien. Regardez, on a ici V0, la variation de M, et on a Q0, la variation de P. Si on dit que M, on a barre V, elle est constante, Q0, elle est constante, donc tout changement de la masse monétaire entraîne automatiquement un changement de P. Si M augmente dans le sens positif, P augmente. Si M baisse, P baisse. Plus clairement, je prends le premier cas. Lorsque la masse monétaire varie dans le sens d'une variation à la hausse, le prix flambe, ce qui signifie que l'inflation est d'origine monétaire. Ça veut dire quoi l'inflation d'origine monétaire? Ça, c'est le principe, c'est le fondement de la théorie quantitative de la monnaie. La théorie quantitative de la monnaie, il signifie quoi? Que lorsque la masse monétaire en circulation change, sachant que le PIB réel reste le même, les prix ils vont flamber, les prix augmentent. Donc l'inflation, elle est propulsée par une quantité monétaire en circulation supplémentaire qui augmente. Je rappelle ce que j'ai déjà signalé. J'ai avancé un terme ou un verbe qui dit que Fischer, il a reformulé. Ça veut dire quoi il a reformulé? C'est-à-dire il a donné pour la première fois un modèle mathématique de la théorie quantitative de la monnaie qui existait longtemps. Donc la théorie quantitative de la monnaie ne remonte pas à Fischer, mais c'est une idée originale qui remonte aux économistes mercantilistes, il y a longtemps, à l'époque des grandes découvertes. Donc les porte-paroles des commerçants, ce qu'on appelle les économistes mercantilistes, ils réfléchissent sur les sources de richesse de nations. Ils disent que pour qu'un pays s'enrichisse, il doit avoir les métaux précieux dans son pays, c'est-à-dire il doit avoir l'or et l'argent. Si on n'a pas l'or et l'argent chez nous, il faut qu'on le cherche ailleurs. Donc, à l'époque des grandes découvertes, les Portugais et les Espagnols n'avaient pas l'or et l'argent. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont essayé de les chercher outre-mer, c'est-à-dire dans les autres pays, en Afrique ou en Amérique latine. Donc, pour les chercher ailleurs, il faut que les flottes de l'État soient fort interventionnistes, expansionnistes. C'est-à-dire qu'il faut piller avec deux S, c'est-à-dire qu'il faut coloniser les peuples moins développés. Par exemple, Inca, Aztèques, Maya au Pérou, au Mexique. Donc, les Portugais et les Espagnols, ils ont construit des flottes robustes pour aller chercher l'or et l'argent. Donc, c'est l'époque des pirates, si vous voyez, donc comme le cas des romans, l'île au trésor, etc., etc. Donc, il arrive donc à chercher l'or au Pérou, au Mexique, en Amérique latine. C'est à l'époque de Christophe Colomb, Vasco de Gama, etc., etc. Il arrive donc à amener l'or et l'argent au Portugal et en Espagne. Mais ce qui nous intéresse, ce n'est pas cette anecdotique historique. Ce qui nous intéresse, c'est la philosophie sous-jacente. C'est la théorie économiste derrière. Une fois que l'or et l'argent arrivent en Espagne et en Portugal, que se passe-t-il? Donc les gens s'enrichissaient, c'est-à-dire ils bénéficiaient d'une quantité d'argent plus importante. Ce qui a pour corollaire l'augmentation de la dépense. Donc les gens, ils ont dépensé beaucoup. Donc, et du coup, les prix flambent. Donc on constate quoi? On observe quoi? C'est que l'afflux des métaux précieux, l'afflux d'une masse monétaire en circulation, c'est-à-dire là maintenant on voit qu'on a la masse monétaire en circulation au Portugal, en Espagne. Mais lorsque on a une quantité supplémentaire qui tombe du ciel,
qui vient de l'étranger. C'est comme un effet boule de neige, un effet walrasien. Que se passe-t-il? Les prix ont augmenté. Donc on constate que la masse monétaire, elle a dépassé le niveau de la production réelle, c'est-à-dire la richesse nationale réelle. Ce qui explique que, d'après les économistes mercantilistes, par exemple David Hume, John Baudin, John Locke, etc., il arrive à la conviction que lorsqu'on a une masse monétaire en circulation qui dépasse la richesse nationale, les prix vont augmenter. Donc à partir de cette idée, Fischer, il arrive à poser un modèle mathématique qui explique la théorie quantitative de la monnaie. Ce modèle, ce qui explique que lorsque la masse monétaire bouge, c'est-à-dire un effet boule de neige qui vient de l'extérieur, augmente, sans que la production réelle bouge, les prix vont flamber. Maintenant, une fois qu'on a terminé avec la théorie de Fischer, on va expliquer ses limites. Bon, parmi les reproches qu'on adresse à Erwin Fischer, c'est qu'il ne met pas l'accent sur une véritable théorie de la demande de monnaie. Fischer, il s'intéresse uniquement à la quantité monétaire donc, nécessaire pour une économie. C'est-à-dire la masse monétaire qui est nécessaire pour l'économie, qui correspond à la production réelle. Mais il ne met pas l'accent sur la demande de monnaie donc pour un agent économique. Donc il ignore l'aspect microéconomique. Donc regardez, on a MV, à partir de l'équation de Fischer, MV égale PQ. Si on veut remplacer M égale à combien? 1 sur VPQ. Si on introduit, on explique que M, c'est la demande de monnaie, égale 1 sur VPQ. Donc Fischer ne met pas l'accent sur une véritable demande de monnaie, ce qu'on va voir après dans l'autre modèle suivant. C'est le modèle de Cambridge. Donc quand je dis le modèle de Cambridge, bien sûr, j'ouvre la parenthèse, Cambridge, c'est une version, donc l'école de Cambridge, c'est une version de l'école néoclassique. On a 3 versions, l'école de Cambridge, l'école de Vienne et l'école de Lausanne. Donc l'école de Cambridge, elle a été fondée par Alfred Marshall et c'est elle qui a développé donc un modèle qu'on appelle le modèle d'encaisse réelle. Donc il remonte à Alfred Marshall et Arthur Pigou d'avoir expliqué une véritable demande de la monnaie. Ils mettent l'accent sur la volonté des agents de détenir la monnaie, c'est-à-dire ce qu'on appelle l'encaisse désirée. Donc c'est pour la première fois qu'on va parler d'une véritable demande de la monnaie, un aspect microéconomique. Voilà. Le revenu des agents est affecté soit en partie à une consommation immédiate, soit réservé sous forme monétaire à des achats ultérieurs, ce qu'on appelle la demande de monnaie. Plus clairement, lorsqu'un individu touche un revenu, une partie va être consommée, donc il est destiné à une consommation, mais la partie épargnée, elle va être réservée. Donc il va être réservé. Donc la partie réservée, ce qu'on appelle la demande de monnaie. Ça veut dire quoi la demande de monnaie? C'est une préférence pour la monnaie. Donc la monnaie, elle est destinée à acheter quelque chose dans le futur, mais elle est restée sous forme oisive. On dit une préférence pour la monnaie ou la demande de monnaie. Ce qu'on appelle l'encaisse désirée. Le montant de l'encaisse demandée MD est une proportion de revenus MK. Donc le modèle de Cambridge est de la sorte. Donc la demande de monnaie chez Pigou et Marshall est de cette manière. MD, la demande de monnaie égale à K, PQ. Ça veut dire quoi? Que la monnaie demandée est une fonction de la production nationale, d'une proportion K. Ou plus clairement, K, PY. On va remplacer Q, la production réelle, par Y. Y, c'est quoi? Tout simplement, c'est le revenu réel. Maintenant, si on veut faire un raisonnement asymétrique du modèle de Cambridge par rapport au modèle de Fischer développé. Regardez, dans la relation 5, on a MD, c'est-à-dire la relation précédente, 1 sur VPQ. Symétriquement, à travers le modèle de Cambridge, K égale à quoi? À l'inverse de vitesse de circulation de la monnaie. Donc K représente donc l'inverse de la vitesse de circulation de la monnaie. Voilà. Maintenant, on va faire un autre développement. Donc d'après le modèle de Cambridge. Le modèle de Cambridge, regardez, égale K PQ. C'est-à-dire sur le plan économique, la demande de monnaie, comme je l'ai déjà signalé, est une proportion K de la production nationale, ce qu'on appelle aussi la production nominale. Voilà.
Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va diviser MD sur P. Égal à combien? Bien sûr, égal à KQ ou KY. C'est quoi ça? C'est la demande de monnaie, voilà, qui est une proportion K de la production nationale réelle. Ce n'est pas la production nationale nominale. KY, c'est le revenu réel. Donc la demande de monnaie est une proportion K de revenu réel. Mais avant, qu'est-ce qu'on a? On a la demande de monnaie est une proportion de revenu nominal national. Lorsqu'on va diviser sur P, lorsqu'on va diviser la demande de monnaie par P, on va déflater par P, c'est une proportion K de revenu réel et non du revenu nominal. Donc il faut faire attention entre Y au K, qui sont le revenu réel, et PY au PK, c'est le revenu nominal. Et maintenant, reste à expliquer MD sur P. C'est quoi MD sur P? MD sur P, c'est la demande de monnaie exprimée en termes réels. C'est-à-dire, on a un salaire, par exemple, égal à M, c'est le salaire nominal. Lorsque je divise M par le niveau général des prix, ça donne quoi? Ça donne le revenu, le salaire réel. C'est la même chose. MD, c'est la demande de monnaie. MD sur P, c'est quoi ça? C'est ce qu'on appelle l'encaisse réelle, ou la demande de monnaie réelle. Voilà. On va expliquer ça veut dire quoi l'encaisse réelle. C'est quoi l'encaisse réelle? L'effet de l'encaisse réelle, toujours, bien sûr, M sur P. Elle a été bien expliquée par Arthur Pigot. Il constate que les agents ont un niveau désiré d'encaisse, E, étoile, et qui cherchent à maintenir, quelles que soient les variations de l'encaisse effective E, c'est-à-dire l'encaisse existante. L'individu cherche toujours à réaliser son équilibre entre E étoile et E. C'est quoi le E étoile? C'est l'encaisse désirée réelle. Et E, c'est l'encaisse effective réelle. Donc deux choses différentes. En effet, lorsqu'il perçoit une augmentation de son encaisse réelle, c'est-à-dire psychologiquement ou en termes de pouvoir d'achat, il constate que M sur P augmente. Dans quel cas M sur P augmente? Son pouvoir d'achat augmente. Donc, on cherche toujours à expliquer mathématiquement et économiquement. M sur P augmente. Bien sûr, soit que M augmente, soit que P baisse. Plus clairement, soit à cause d'une augmentation de la quantité monétaire en circulation, le cas qu'on a déjà expliqué lorsque, par exemple, une quantité monétaire en circulation qui parachute en Espagne, au Portugal, voilà, soit que le niveau général des prix, il baisse. Bien sûr, quand le niveau général des prix, il baisse, le pouvoir d'achat augmente. Donc les agents ils vont constater quoi? Que leur pouvoir d'achat augmente. Mais ils cherchent à retrouver le niveau initial d'équilibre défini par K. Ils ont toujours un K, un paramètre K qui réalise toujours, qui cherche toujours à maintenir le niveau désiré. Très bien. Maintenant, on va expliquer ce raisonnement sur une figure. Portant sur l'ordonnée d'un graphique l'encaisse réelle désirée E étoile. Et sur l'abscisse, l'encaisse réelle effective E. L'équilibre exige à tout moment, bien sûr, comme nous l'avons déjà signalé, que E égale à E étoile. C'est-à-dire l'encaisse désirée réelle correspond à l'encaisse désirée, à l'encaisse effective réelle. Dans ce cas, la relation entre E et E étoile est représentée par une courbe ou par la courbe HH'. C'est quoi la courbe HH'? C'est une courbe croissante à taux décroissant. Ça veut dire, c'est-à-dire quand E augmente, E étoile augmente d'une moindre proportion. En d'autres termes, voyons le schéma. Le schéma, il est clair, il est très très simple. Regardez, on a dans un plan, regardez, un plan, on a en abscisse E, ce qu'on appelle l'encaisse disponible effective qui est réelle, et E étoile, c'est l'encaisse désirée par les agents et qui est aussi réelle. On a ici la bissectrice, ce qu'on appelle la courbe 45 degrés. Voilà, ce qu'on appelle aussi la courbe, le diagramme de Samuelson. Voilà. On a la courbe HH', dont on a parlé il y a tout de suite. Très bien. Pour expliquer maintenant A, B, C, D, E, F, c'est simple. On va commencer par le raisonnement. Regardez. L'intersection de la bissectrice avec la courbe HH', ça donne le point A.
C'est quoi le point A? Regardez. L'individu a un état initial. Qu'est-ce qu'il a? Il a un niveau d'encaisse disponible qui correspond à un niveau désiré. Donc E étoile égale à E. Voilà, c'est simple. L'équilibre est représenté par le point A. C'est très très simple. Maintenant, on va supposer, pour une raison ou une autre, par exemple, la masse monétaire en circulation augmente, c'est-à-dire une quantité tombe du ciel, ou bien le niveau général des prix baisse, c'est-à-dire que le pouvoir d'achat augmente. Donc on va passer de E1 à E2. C'est quoi le E2? Voilà. Au lieu de rester sur le point A, on va passer au point B. Donc, regardez, les agents constatent que le pouvoir d'achat augmente parce que le niveau d'encaisse effective augmente. Donc, pour revenir au point d'équilibre, parce que les gens ils cherchent toujours à réaliser le point d'équilibre, il faut qu'on réduise l'écart BC. Regardez l'écart BC par rapport à A. Il faut qu'on descende en bas, qu'on se décale vers la gauche. Il faut qu'on descende vers le point A. Les gens, qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Pardon. Ils vont puiser sur leur encaisse, c'est-à-dire ils vont dépenser davantage. En dépensant davantage, parce qu'ils ont beaucoup d'argent, en dépensant davantage, si on suppose que l'offre reste constante, on constate quoi? Que les prix ils vont augmenter. Or, lorsque les prix augmentent, que se passe-t-il? C'est l'inflation. Et quand il y a inflation, c'est l'érosion monétaire. Ça veut dire quoi? Que le pouvoir d'achat il va baisser. Très bien. Lorsque le pouvoir d'achat il va baisser, on va se décaler vers le point F, c'est-à-dire au lieu de rester sur le E2, on va passer au E3. C'est quoi le E3? C'est le point F. Mais on est toujours loin du point d'équilibre A. Donc parce que l'écart, il est toujours manifesté par FD. Avant, l'écart, il était de BC. Maintenant, l'écart, il est FD. Pour revenir au point d'équilibre A, pourquoi le point d'équilibre A? Parce que les gens cherchent toujours à réaliser un équilibre entre E étoile et le E. Pour revenir au point A, ils vont dépenser davantage. En dépensant davantage, un effort collectif sur la demande pousse les prix encore vers la hausse. Les prix augmentent davantage. On assiste à une rehausse des prix. Lorsque les prix augmentent davantage, le pouvoir d'achat de la monnaie va baisser, jusqu'au moment où on va retrouver le point d'équilibre représenté par le point A. Très bien, et on va revenir vers le point A, parce que les gens cherchent toujours à maintenir l'équilibre entre l'encaisse E étoile et l'encaisse E. Voilà l'explication. Regardez, si au départ les agents disposent de E1 et ils sont en équilibre au point A, puisque E1 égale à E1 étoile. En cas d'augmentation de M, c'est-à-dire M sur P augmente, les agents, bien sûr quand je dis augmentation de M, on P lorsque le prix baisse. Les agents économiques se retrouvent en E. Ils ont alors un excédent d'encaisse, c'est-à-dire une encaisse effective OE2 égale OE2C. Et souhaitent détenir une encaisse égale à E2B, lecture sur HH'. L'excédent est donc O2C moins E2B égale à CB. Les agents cherchent donc à se débarrasser de cet excédent en demandant des biens. C'est bien, ce qu'on a déjà expliqué. Si le marché des biens est en équilibre, c'est-à-dire l'offre égale à la demande, que se passe-t-il? Donc un effort collectif de la demande sur l'offre pousse les prix vers la hausse. Or, la hausse des prix aura pour corollaire, aura pour conséquence la baisse des encaisses effectives. Les agents se retrouvent avec une encaisse effective E3, toujours en excédent, DF. Voilà. Le même raisonnement, le processus continuera jusqu'à ce que l'individu retrouve sa position désirée sur le point A. En d'autres termes, il existe un niveau désiré d'encaisse E1 et toute déviation de M fait monter dans un premier temps l'encaisse monétaire, mais la hausse des prix qui en résulte ramène l'encaisse effective à son niveau désiré. Donc c'est le principe de l'encaisse réelle expliqué par Arthur Pigou. En guise de conclusion, nous avons planté le décor aujourd'hui sur deux modèles, le modèle de Fisher et le modèle de Cambridge. Le modèle de Fisher, ce qu'on appelle aussi, c'est un prolongement de la théorie quantitative de la monnaie, qui signifie que l'inflation est d'origine monétaire. C'est-à-dire que le fait qu'on fait bouger la masse monétaire, les prix flambent. Donc la monnaie, la théorie quantitative de la monnaie, elle stipule quoi? Que la monnaie n'a aucun impact sur les phénomènes réels, elle a un impact uniquement sur les phénomènes monétaires, y compris tout spécialement le prix. Puis on a, hors ce modèle,
présente des limites, c'est-à-dire il ne met pas l'accent sur une véritable demande de la monnaie. C'est pour cette raison qu'on a essayé d'expliquer la demande de monnaie chez Arthur Pigou et Alfred Marshall, c'est-à-dire on a expliqué le modèle de Cambridge. Le modèle de Cambridge est exprimé surtout par l'effet d'encaisse réelle. Donc c'est une véritable demande de la monnaie qui explique que la demande de monnaie, elle est fonction de la production réelle. Et que les gens, ils ont toujours un niveau d'encaisse désiré, qui cherchent toujours à le maintenir par rapport à l'encaisse disponible, et qu'à chaque fois qu'ils constatent que la masse monétaire en circulation augmente ou le niveau d'encaisse augmente, ils cherchent toujours à revenir au niveau initial, à leur habitude, en dépensant plus.